Au Mémorial de la Shoah et à Sandrine Morvan ainsi qu'à Emmanuel Pollack pour m'avoir invité aujourd'hui à modérer cette table ronde autour d'un thème très délicat et très douloureux du pillage et de la spoliation artistique en Europe. Il me semble en effet indispensable de croiser nos expériences, de sortir de nos frontières nationales pour appréhender ce phénomène dans toute sa complexité et peut-être ouvrir de nouvelles perspectives. Alors pour nous éclairer sur cette question, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui à mes côtés des spécialistes venus de toute l'Europe. À ma gauche, Christian Fuhrmeister, qui est historien d'art, spécialisé dans l'art sous le national-socialisme, la spoliation et la restitution après 1945, qui a coédité en 2005 une histoire de l'art sous le national-socialisme et qui travaille à l'Institut central d'histoire de l'art de Munich. À ma droite, non, à l'extrême gauche, sans connotation politique, Sophie Lillier, qui est historienne de l'art viennoise, qui travaille depuis 2001 comme chercheuse de provenance indépendante et qui a notamment publié en 2001 un répertoire des collections spoliées à Vienne. À ma droite, Ines Rotermund-Renard, qui est également historienne de l'art, qui a travaillé aux archives de Moscou, qui a publié en 2015 Écho d'exil, les archives de Moscou et l'art à Paris entre 1933 et 1945, qui a participé en 2017 aux recherches sur la provenance du fonds Gurlitt, et qui, depuis 2018, dirige un projet très intéressant, Répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation, à l'INHA de Paris. Et puis enfin, au centre, Gert Zels, qui est rédacteur de la rubrique Culture et médias du quotidien belge Des Standaard, qui a écrit de nombreux articles sur l'art et la guerre, qui en 2014 a obtenu le prix De Loop, c'est comme ça qu'on prononce ? De Loop, du journalisme d'investigation, et qui a notamment contribué à retrouver la trace en France d'un tableau de Memling qui venait de Belgique et qui avait été spolié par Göring. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, pour commencer de façon vivante, je vous propose d'écouter l'histoire mouvementée d'un tableau qui est encore aujourd'hui accroché là où il ne devrait pas être. Le problème qui se pose avec cette œuvre, de savoir si elle a été spoliée ou non à la famille de René Guimpel. Lorsque vous restituez une œuvre d'art, c'est beaucoup plus qu'une œuvre d'art. Il s'agit de restituer la mémoire de la famille, mais surtout, c'est reconnaître les exactions . Nous savons qu'en 1938, 4 œuvres de Derain, dont la chapelle sous Crécy, sont présentées à Londres, dans la galerie de René Guimpel, et nous avons la certitude que cette œuvre revient en 1939 à Paris. Nous avons un autre jalon de provenance qui est de savoir qu'elle est entre les mains de René Guimpel en mai 1942. Puis, nous en perdons la trace. Hitler voulait avoir des œuvres pour son musée de Linz. Hermann Göring cherchait des œuvres
pour sa collection personnelle. Derrière, il y a la volonté aussi de déposséder complètement les familles juives de leur patrimoine artistique. Et ça s'inscrit dans un continuum qui va de la stigmatisation d'une population à son extermination. Dans les années 50, le marché de l'art peut faire apparaître des œuvres dont l'origine est douteuse, dont la provenance n'est véritablement pas claire et n'est véritablement pas établie. Œuvres auraient été transférées de France en Allemagne pendant la période de l'occupation 1940-1944. Alors en 1994, déjà, la chercheuse américaine Lynn Nicholas publiait un livre magistral qu'on a traduit en français, Le pillage de l'Europe, qui s'intitulait en anglais The Rape of Europa. Et elle concluait par ces mots: « Cela fait 60 ans que le typhon nazi s'est levé, a balayé devant lui des millions de vies. Jamais dans l'histoire, les œuvres d'art n'ont eu une telle importance pour un mouvement politique. Jamais elles n'ont été déplacées en tous sens à une telle échelle. Beaucoup ont été perdus, beaucoup sont encore cachés. » Alors oui, à peine entrés en guerre, les nazis se livrent en effet à ce qu'on peut appeler un véritable pillage organisé dans toute l'Europe. Collectionneurs insatiables, Hitler et Göring et consorts se servent dans les musées, dans les collections privées. Des milliers d'œuvres d'art sont ainsi saisies, déplacées, entassées, revendues, parfois détruites. On estime que 20% de l'art en Europe a été pillé par les nazis et qu'environ 600 000 œuvres ont été saisies entre 1933 et 1945. À ce désir rapace de possession artistique s'ajoutait aussi une volonté politique de déposséder les Juifs d'Europe de leur patrimoine, de détruire leur culture et de les faire totalement disparaître. D'après une note datée du 8 août 1944 de la Dienststelle Westen, qui était un service ouest-allemand qui dressait le bilan des objets de valeur ayant appartenu aux Juifs pour la France, les Pays-Bas et la Belgique, je cite ces chiffres parce qu'ils me semblent fous, 69 619 appartements juifs ont été saisis, et rien que pour ce transfert, il a fallu 26 984 wagons et 674 trains pour effectuer ce transfert. Donc, par pillage et spoliation artistique en Europe, qui est le thème de notre table ronde, il faut donc entendre la dépossession massive, planifiée d'œuvres d'art qui s'inscrivaient dans une politique plus large d'arianisation. Alors, je me tourne tout de suite vers nos invités pour leur demander de nous donner un petit aperçu de la situation de ce pillage dans leurs pays respectifs, car les choses ne se sont pas déroulées tout à fait de la même manière, même si on a assisté à des exactions similaires. Donc j'aimerais d'abord commencer par Christian Fourmeister et lui demander, en gros, comme à tous les autres invités, par qui et comment ce pillage a été organisé, combien d'œuvres ont été pillées, d'où provenaient les œuvres, où ont-elles été transférées et à quoi étaient-elles destinées? Christiane. Oui.
Oui, j'aime bien. On peut... Voilà. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, au début, j'aimerais excuser mon pauvre français. Je vais essayer de parler français tout le temps, mais il faut que je prenne refuge dans l'anglais si les choses deviennent trop compliquées. Aussitôt, j'aimerais exprimer ma gratitude au Mémorial de la Shoah pour l'invitation, très honorable, de participer dans le cadre de cette table ronde sur pillage et spoliation. En même temps, il faut souligner la perspective transnationale de cette rencontre. Pour des raisons diverses, je trouve ça, la perspective transnationale, particulièrement important. La perspective comparative est indispensable pour gagner une vue d'ensemble. Le but d'un séminaire, ce que vous voyez ici, le but d'un séminaire que j'ai fait l'année dernière était en effet de regarder et étudier les différents modèles en Europe et d'évaluer une sorte de best practice model, la meilleure pratique, comment ça se fait. Aujourd'hui, cet après-midi, le devoir est beaucoup plus difficile parce qu'il me reste encore 4 minutes et pas 6 mois pour, pas seulement, et ici je cite Christine de Cerf, pour appréhender le phénomène dans toute sa complexité, mais aussi pour donner, je continue, chiffres, modalités et analyses du phénomène dans chaque pays. C'est ingérable, bien sûr, mais je vais l'essayer. Comme prévu, mon intervention se divise dans 2 parts, pillage et spoliation, et l'autre, politique de restitution, mais je m'arrête après numéro 1. À cause de la limitation temporaire, il faut que je vous adresse d'une manière visuelle, parce que ça permet une plus grande rapidité ou bien vélocité. Alors, c'est ce que, comme moi, j'ai commencé il y a quelques années, parce que nous avons trouvé des photographies et nous ne savons pas qu'est-ce que c'est. Alors, on a fait des recherches, c'est une approche normale pour un historien de l'art. On trouve quelque chose, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, alors on essayait de le comprendre. Dans ce cas-là, c'était le Kunstschutz, la protection de l'art allemand en Italie. Et nous avons eu un archive de photographie, alors nous avons une conférence, une publication. Et on a essayé aussi de travailler avec les sources italiennes et les recherches italiennes là. Ce sont des grandes questions pour des dizaines d'années. Vol ou protection, qu'est-ce que c'est? Dans ce cas-là, en Italie, même chose en France, bien sûr. Et il y a toujours des choses que j'aimerais appeler la propagande. On ne peut pas séparer la protection des œuvres d'art ou des études avec la propagande pendant la Deuxième Guerre. Et ce sont deux exemples ici, un concernant l'Italie. Et maintenant, on pourrait établir ce cas, qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas une action de vol, mais une action, une mise en scène, c'est un stage de restitution pendant la guerre en Italie. Et il y a toujours très très important comment est-ce qu'on fait une description, comment on adresse ce acte-là. J'ai préparé quelque chose pour nous orienter ce soir, ou plutôt l'après-midi, qu'est-ce qui se passe en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, 1er septembre, une voie bien d'hiver, on pourrait dire, d'une certaine manière, mais déjà, les forces de l'Axe commencent à s'enlargir. Et si on regarde une très très courte période, seulement 3 ans, entre 1939 et 1942, beaucoup de choses se passent. Et c'est tous bien connu, je ne veux pas faire trop de détails ici, mais ça marche vraiment vite, et vous regardez ici, Vichy France, France libre, une autre vue de l'Europe là, et finalement, en 1942, on pourrait dire que le fascisme, national-socialisme, avec
les Italiens, qui sont une force majeure en Europe jusqu'à 1942, qu'ils ont occupé à peu près toute l'Europe. Ça, c'est la dimension, c'est l'échelle que je trouve très, très importante pour savoir, pour comprendre que nous parlons d'une chose de l'Europe finalement, avec l'occupation. Alors et ça, avec ça, toutes les autres choses vont ensemble comme les camps, les champs d'extermination, bien sûr. Alors, pour répéter, très très vite, 39, 40, 41, c'est un procès qui est très très vite, mais pour moi, c'est quelque chose que je dois me souvenir tout le temps, que c'est la dimension, que c'est l'échelle de ce que nous parlons aujourd'hui. Alors, et avec ça, on a bien sûr l'IRR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, avec des filiations qui, encore une autre échelle européenne là. Et il y a beaucoup de lois, des choses qui se passent en Allemagne, en Autriche. Et qu'est-ce que j'ai marqué en jaune là? C'est très perfide parce qu'en moment de déportation, si quelqu'un quitte l'Allemagne, toutes les choses qu'il possède sont perdues et deviennent partie de l'État. Alors, in the moment of passing the borders, being on a... Alors, tout ce que vous possédiez était perdu. Et c'était très important. C'était en 1941 et c'est pour ça que je l'ai marqué. On parle des Allemands, des nazis, il y a des organisations diverses et l'un n'aime pas l'autre. Ils compètent, it's a competitive. Et donc, c'était un paysage très compétitif. Donc, vous voyez ici les 8... qui s'occupent avec les objets culturels, les objets d'art. Et il faut différencier pour faire des recherches. C'est très simple, c'est le message ici. Et bon, nous aussi, il y a beaucoup de recherches déjà. Il y a les listes Otto Kümmel pour toutes les choses qui n'ont jamais quitté l'Allemagne depuis 1500 pour revenir en Allemagne et tout ça. C'est bien suffisamment étudié pour le comprendre. Et j'aimerais finir cette première intervention pour souligner qu'il y a d'autres types d'occupation pour plusieurs pays. Alors, ce n'est pas la même chose, le même modèle d'occupation, mais il y a, selon Werner Best, qui était établi ici à Paris, comme membre de la SS et très très haut rang du Parti national-socialiste et administrateur intellectuel national-socialiste, il a dit non, il faut traiter chaque pays d'une différente manière. Alors, tout ça sont des choses qu'il faut avoir, je pense, dans la main si on discute. Alors, je m'arrête ici. Et PowerPoint aussi. Christiane, est-ce que tu peux quand même nous donner un petit chiffre pour ce qui concerne l'Allemagne? Chiffres d'œuvres d'art. Il y a beaucoup de chiffres, c'est le problème. Et il y a les chiffres des Soviet Trophy Brigades. Et là, des brigades soviétiques. Millions d'œuvres d'art, mais c'est seulement la Russie. Alors, en Europe, moi, comme historien, c'est comme la M-Action. 27 000 wagons. Alors, si nous avons déjà 27 000 wagons seulement M-Action, alors, des chiffres, je ne peux pas dire, parce que je n'ai pas étudié les chiffres.
Mais c'est une des plus grandes transferts d'objets dans l'histoire du monde, je dirais. Alors merci Christiane de nous avoir rappelé cet espace et de nous sensibiliser au fait qu'il faut à la fois voir local et global. Alors quelques éléments peut-être Sophie pour l'Autriche. Premièrement, je dois m'excuser, je vais parler en anglais. Je comprends le français, mais c'est impossible, malheureusement, de m'exprimer d'une façon acceptable. Alors, pour commencer avec des chiffres pour l'Autriche, au moment de l'Anschluss, en mars 1938, 130 000 juifs à Vienne, alors que la population de la ville était de 1 million. Donc c'était une des communautés les plus importantes, une communauté juive de langue allemande. Et 65 000 juifs autrichiens ont été tués pendant l'occupation. La spoliation a pris des formes différentes. Maintenant, si on se concentre sur les œuvres d'art, la chose la plus importante concernant tous les types d'œuvres artistiques, c'est qu'il faut savoir que c'était lié au génocide. En fait, ce qui sous-tendait cette action, le courant qui sous-tendait cela, c'est que le pillage a pris différentes formes. Certaines formes ont commencé dès mars 1938, lorsque l'une des collections les plus importantes a été saisie par les nazis lors d'un pillage prémédité d'une collection viennoise. Donc on parle ici de la collection du baron Rothschild et de la famille Koopman ou Bondy. C'était des collections très connues, très célèbres. Les nazis les connaissaient, ils savaient exactement où elles se trouvaient. Elles ont été saisies dès les premiers jours de l'Anschluss. Et il y avait un dépôt central pour ces œuvres pillées. Et avec le temps, dans les mois qui ont suivi, le système a changé. Les nazis voulaient avoir ce cadre presque légal afin de justifier cette dépossession presque complète. Donc, d'une part, on avait les abus des lois d'export autrichiennes très rigoureuses et l'Anschluss et qui permettait un contrôle très étroit de ce qu'on pouvait exporter depuis l'Autriche. Et c'était un élément de la dépossession parce que les Juifs autrichiens devaient revendiquer ces lois de préservation nationale. Et vous pouviez perdre des titres ou des possessions dans le cadre de cette loi. Et puis, il y avait également des œuvres d'art qui ont été saisies dans le cadre de taxes discriminatives. En fait, on devait une sorte de taxe si on était juif, où il y avait les biens, le fait de donner les biens juifs. Et pour payer ces dettes, eh bien, vos œuvres d'art pouvaient être saisies. Et comme Christian Formaster l'a déjà mentionné, il y a eu la confiscation des œuvres d'art considérées comme propriété de l'ennemi.
Et ça a été fait de façon individuelle, mais après 1941, c'est devenu un processus en quelque sorte automatisé. Donc si vous aviez quitté le pays où vous aviez été déporté hors du Reich allemand, tous vos biens, vos propriétés étaient automatiquement transmis au Reich allemand. Et c'est là que le pillage le plus généralisé a eu lieu. Et à Vienne, ce qui est très important, c'est qu'on avait des réfugiés autrichiens qui avaient fait en sorte que leurs biens soient transférés à l'étranger. Et si vous n'aviez pas pu organiser ces sortes d'expéditions avant le début de la guerre, si ça n'avait pas été fait avant 1938 ou 1939, je dirais, eh bien, vos biens ne pouvaient plus partir. Donc, à Vienne, il y a eu des milliers de sociétés de déménagement qui ont confisqué donc tous ces biens. Et c'est un processus qui a été un petit peu similaire à la France. Il y a eu des ventes aux enchères qui ont été organisées, par exemple, au Dorotheum. Okay, very good. Thank you. So we basically have these four different types of looting: the premeditated looting, export restrictions, les restrictions à l'exportation, les taxes et impôts, et la confiscation en tant que propriété de l'ennemi. Alors, les premier et deuxième point, pillage des meilleures collections et le pillage dans le cadre des lois de l'exportation, eh bien, ce sont des biens qui sont partis dans les musées autrichiens. Et pour ce qui est des catégories des œuvres d'art confisquées dans le cadre des taxes discriminatoires et des biens appartenant aux ennemis, eh bien, ça a été revendu lors de ventes publiques, ventes aux enchères. Et pour conclure, je suis sûre que c'est quelque chose que nous avons en commun dans différents pays, c'est-à-dire qu'il y a eu un haut niveau de collusion. Of course, the most important thing is to remember that it's genocidal intent, any kind of dispossession. Intention génocidaire. We have, however, the implication of Austrian museums and institutions. These are which is different from France, because these are Austrian institutions who are actually benefiting from the process of dispossession and who are individually involved because they are the experts. They choose what they would like to acquire from these collections, dans ces collections, and then they retain them, et puis elles gardaient ces œuvres d'art. And also you have, of course, a high degree of collusion il y avait un haut niveau de collusion the part of the population at large, avec because la population it happens générale, in broad daylight, parce que ça avait lieu and the en plein jour. Benefits directly. La population en a bénéficié directement par cette redistribution de la recherche. Et je pense que ça, c'est un autre sujet très important dont il faut se souvenir alors qu'on avance dans notre discussion. Comme disait le poète Paul Celan, à Vienne, c'est là où les choses se sont passées. Oui. Alors, on va maintenant passer à la France. Avec vous, Inès. Oui, bonjour et merci beaucoup aussi pour cette invitation. Je ne vais certainement pas vous révéler forcément des nouvelles parce que beaucoup de choses ont été déjà documentées aussi dans l'exposition que vous avez certainement pu voir. Donc, juste pour rappeler rapidement, j'espère d'être rapide, quelques étapes en fait de ce qui se passait en France.
Les Allemands entrent dans Paris le 14 juin. L'armistice entre la France et l'Allemagne fut signé le 22 juin 1940. Le commandant militaire allemand en France installé à Paris était en principe le représentant suprême du pouvoir allemand en France occupée, mais c'est l'ambassade qui était pour sa part responsable de toutes les questions politiques dans la zone occupée, ainsi que les relations avec le gouvernement de Vichy. Et c'est dans ce contexte d'occupation que le pillage des œuvres d'art trouve son champ d'action. Et les protagonistes, comme on l'a entendu déjà, furent nombreux. L'ambassade, les services d'Alfred Rosenberg, le fameux ERR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, et Göring en personne y tint les rôles principaux. Par ailleurs, la politique d'arianisation du Missos-Orchestre instaurée par le régime de Vichy eut elle aussi des conséquences diverses sur le sort des objets et des œuvres d'art. Dès l'été 1940, le ministre des Affaires étrangères du Reich joue un rôle décisif. Le 23 juin 1940, Otto Abetz, ambassadeur du Reich à Paris, rédigea un rapport soulevant la question de l'expropriation des biens privés appartenant à des Juifs et à des personnes considérées comme responsables de la guerre. C'est possible. Hitler ordonna alors la mise sous contrôle allemand des collections privées françaises appartenant à des familles juives. Il y était précisé, alors ça c'est important pour la recherche de provenance, parce que tout a été fait d'une manière très systématique, que les œuvres sont marquées du nom de leur possesseur afin de servir de gage lors des négociations de paix. Sans attendre, le 1er juillet 1940, Otto Abetz prit l'initiative de cette mise en sécurité. Alors je rappelle juste la terminologie, parce qu'en allemand, donc, le mot c'est Sicherstellung, donc on est vraiment aussi dans cette idée de mettre en sécurité les biens juifs, puisque comme s'ils n'étaient pas en sécurité chez les juifs. Donc c'est vraiment une politique extrêmement globale et destructeur. Donc première étape, l'ambassade, située à l'hôtel de Beauharnais rue de Lille à Paris. Karl Epting, collaborateur d'Abetz et futur directeur de l'Institut culturel allemand, avait établi une première liste de 80 marchands et collectionneurs, parmi lesquels 15 furent sélectionnés pour une première action. Donc vous voyez bien, tout au début, en été 40 même, on vise les grands marchands et les grands collectionneurs. Alors il y a eu un conflit, Christian l'a mentionné, d'abord les responsables de l'armée allemande ne voulaient pas appliquer ces opérations. Ils craignaient la mauvaise réputation de la Wehrmacht. La propriété privée était en effet protégée en temps de guerre par la Convention de La Haye. Et donc ces opérations dites de mise en sécurité ressemblaient fort à des confiscations. La situation reste à bloquer peu de temps, Abetz se heurtant à l'administration militaire et au Kunstschutz, on a entendu, donc cet autre groupe militaire allemand qui lui était censé de protéger les biens culturels, dirigé par le comte Metternich, qui était favorable à l'interdiction de déplacement des collections. Donc là aussi déjà une concurrence. Finalement, Abetz ne put opérer les saisies que durant 4 jours, du 27 au 30 août, avec l'appui de la Feldpolizei. Si l'action fut brève, son ampleur fut considérable, car elle frappa des collectionneurs et des marchands au premier plan, tout d'abord les Rothschild, les fastueuses collections qu'ils avaient réunies à l'hôtel de Pontalba, les galeries Seligman, la galerie de Georges Wildenstein, Paul Rosenberg, les Bernheim, Alphonse Kahn, grand collectionneur des impressionnistes et peintres modernes, et aussi des collections moins importantes. Souchnel, pardon, excusez-moi. J'ai peur avec les 5 minutes. Bon, j'essaye de ralentir. Alors, oui, donc également la collection, par exemple, du politicien Georges Mandel. Vous avez vu d'ailleurs dans l'exposition un tableau qui a pu être identifié par le groupe de recherche de provenance qui enquêtait sur les œuvres qui ont été trouvées chez le marchand Gurlitt. Et en fait, on a pu montrer que la provenance était donc du politicien Georges Mandel qui fut assassiné en 1944 par la milice française. Bref, donc première grande action, et ensuite arrive donc ce fameux EAR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, en septembre 40, qui organise, donc c'est l'organisme chargé de la confiscation des biens culturels juifs et francs-maçons, on a souvent tendance à oublier, dans les territoires occupés par le Reich.
Le premier objectif de l'EAR fut de soustraire à l'ambassade les œuvres déjà saisies. Cette mission incomba à Hermann Bunjes, officier du Kunstschutz. Là aussi, vous voyez que les frontières n'étaient pas si claires. En fait, le Kunstschutz était censé de protéger, et un collaborateur comme Bunjes, qui travaillait aussi pour le centre historique allemand, en fait, collabore étroitement quand même avec le Einsatzstab. Donc très rapidement, dès la fin du mois d'octobre, les locaux du Louvre qui ont été dessinés donc pour déposer tous ces biens saisis apparurent insuffisants, et le bâtiment du jeu de paume fut mis à la disposition de l'EAR, donc le bâtiment de jeu de paume qui se trouve aux Tuileries. Les salles d'exposition situées au rez-de-chaussée furent immédiatement utilisées par l'EAR. Les tableaux furent accrochés aux cimaises, on disposa de tapis, mobilier et statues, et tout cela principalement pour Göring, qui est venu en fait à plusieurs reprises. Je pense au total c'était à peu près 20 visites, où Göring venait donc au jeu de paume pour choisir pour sa propre collection des œuvres d'art spoliées. Ensuite, j'essaie de réduire, d'être un peu plus bref. Donc, on a déjà parlé aussi de ce autre très grand projet, qui fut le projet du plus grand musée du monde que voulait Hitler construire à Linz. Et donc là, il y a également aussi des spoliations qui vont aller vers Linz, mais en même temps, on retrouve ici le marché de l'art, parce qu'il y avait donc énormément de moyens qui étaient donnés par le gouvernement de Hitler pour acheter les œuvres. Donc là, vous avez les croisements, donc œuvres spoliées. Certains passent par le jeu de paume, d'autres arrivent sur le marché de l'art en France. Voilà, et peut-être pour donner quelques chiffres, entre avril 1941 et juillet 1944, le Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg envoyait en Allemagne 138 wagons contenant 4174 caisses, soit environ 22 000 lots. Est-ce que je parle des lois de l'arianisation? Ça fait les lois de l'arianisation, ou ça fait trop? Très vite, j'essaye. Synthétique. Donc évidemment, c'est beaucoup dans 5 minutes. Ouais. Ce qui était un élément clé, c'est donc l'arianisation qui se met en place dès juillet 1941. Donc c'était en fait, à ce moment-là, le commissariat général aux questions juives qui a été créé, et qui met en place donc ce processus d'arianisation, c'est-à-dire il fut désigné des administrateurs proviseurs pour les entreprises françaises, et donc voilà, les propriétaires juifs étaient dépossédés de leur capacité de travailler, et donc c'est en fait suite à ça, donc il y a on parle en fait d'un réseau très complexe, parce que c'est très difficile de désigner tous les acteurs. Évidemment, il y avait les acteurs officiels, mais il y avait aussi toute une multitude d'agents louches, policiers suspects, mouchards, etc., qui travaillaient donc pour le régime, pour le régime Vichy. Et donc c'est un des problèmes aujourd'hui, en fait, de désigner, en fait, de comprendre tous ces processus. Peut-être un dernier mot pour les chiffres. Je pense qu'on en a déjà parlé, et je vais aussi essayer de résumer ça tout à l'heure quand on parlera de la politique de restitution. Grosso modo, pour la France, on estime à 100 000 donc, le nombre d'objets spoliés et pillés par les nazis. Donc ça, c'est un chiffre qui est basé sur les réclamations des propriétaires après-guerre. Donc probablement, le chiffre était beaucoup plus grand. Et donc, entre 5 à 10 millions de livres. Juste, on en parlera ce soir lors d'un autre événement. Et par contre, il faut rappeler, mais on en parlera dans une deuxième partie, que là-dessus, il y a à peu près 60 000 objets qui sont revenus d'Allemagne. Mais ça fait partie de la deuxième partie. Merci. Merci. Juste une petite question. Sophie Lillier a parlé de cette collaboration, de cette collusion de tout un tas d'acteurs autrichiens à ce pillage et à ces spoliations. Il me semble qu'en France, on peut tirer les mêmes enseignements. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est déjà montré ici dans le cadre de l'exposition, on voit c'est une partie. Hein, donc évidemment, le marché de l'art fut beaucoup plus complexe. Quelques aspects du marché de l'art qui concernaient les ventes d'œuvres spoliées.
Mais après, effectivement, les acteurs sont très nombreux, c'est-à-dire il y a les marchands, il y a les commissaires-priseurs, il y en a qui sont très rapides en fait pour mettre en place les ventes des collections spoliées. Et d'autres pas, d'autres sont plus hésitants. Après, vous avez des acteurs, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, on a tendance à oublier, pour toute l'infrastructure, pour que ça fonctionne, bien sûr, il fallait les trains, il fallait les transporteurs, donc il y a beaucoup d'entreprises de transport qui collaborent à ces événements. Il y a les photographes, aussi... Certainement, on est en train de comprendre ce système des gens qui travaillaient pour les musées. Mais je pense notamment à un conservateur qui travaillait au musée de Rodin pendant l'occupation. Et donc, on sait que, visiblement, il n'était pas si clair, puisqu'encore récemment, dans la collection Gurlitt, on a trouvé des petits morceaux de dessin, mais vraiment des tout petits esquisses de dessins de Rodin qui auraient dû en fait rester dans les cahiers, qui étaient uniquement entreposés au musée de Rodin. Donc c'était des objets qui n'auraient pas dû être séparés en fait de leur cadre. Donc là, on se pose la question, et il y a des gens qui enquêtent là-dessus, s'il n'y a pas eu effectivement des ventes à ce moment-là. Donc oui, le champ des acteurs est très grand. Et n'oublions jamais que le marché de l'art français entre 40 et 45 était ce qu'on appelle ou ce qu'on qualifie florissant. Alors on finit par la Belgique. Gert. Merci Christine, bonjour à tous et à toutes. Je suis belge, mais ceci dit, je suis néerlandophone et je ne connais que 15 mots en français. Et ça veut dire que maintenant, je les ai déjà utilisés tous. Please, could I speak in English? To indicate how the spoliation system worked in Belgium, I will present you 4 tendencies. And the first one is, and maybe that's very cynical to call it that way, it was a Gesamtkunstwerk. All the segments and all the parts of the Nazi occupying force des forces d'occupation nazie en fait ont contribué à cela. Je ne crois pas que nous les ayons toutes qualifiées. On a parlé de Treuhandgesellschaft qui a été inclus, le Devonschutz était inclus ici. Ils ont tenté de geler les possessions des gens. La Gestapo est arrivée pour mettre de la pression sur les gens. Le Grundschutz était supposé s'occuper des incorporels, tels que les abbayes, les bibliothèques ou les églises. Mais bon, d'un côté, en fait, ils s'en sont occupés, mais d'un autre côté, ils ont essayé d'intervenir et de mettre leurs mains sur les incorporels, c'est-à-dire les peintures, les corporels, les peintures. Donc en fait, voilà, elles étaient toutes intégrées dans cela. Et ils ont travaillé ici avec vraiment une grande minutie, une grande rapidité. C'est ce qui m'a frappé lorsque j'ai commencé à faire mes recherches. C'est-à-dire que la Belgique était occupée de mai 1940. À partir de mai 1940, et déjà au cours de l'été 1940, nous avons pu voir les services de Reichsleiter Rosenberg qui s'est rendu ici avec des listes dans leurs mains afin... En fait, voilà, ils ont rendu visite aux francs-maçons et après l'été, en septembre de cette même année, nous avons pu voir que les premiers collectionneurs reçoivent la visite de nazis et les négociations démarrent à cette époque-là s'ils ne veulent pas vendre leurs biens. Et par conséquent, ils travaillent main dans la main, et comme Christian a déjà dit, c'est pas toujours très amical, quelquefois. Bon, il y a des rivalités. Le travail se fait avec grande rapidité à l'époque. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est que, bon, en Belgique, si vous mettez en place une carte, c'est vraiment un peu partout que ça se passe.
vous avez la spoliation des œuvres d'art, mais vous avez également des œuvres d'art qui sont vendues et qui sont transférées au musée allemand. Voilà. Ils ont des budgets à l'époque. Les musées, voilà, les représentants se rendent à Paris, à Amsterdam, à La Haye et également à Bruxelles, en Belgique. Voilà, c'est vraiment la ligne directrice ici. J'aimerais également avancer quelque chose que je qualifierais de transferts indirects. Pourquoi ? Parce que la Belgique est située entre les Pays-Bas et la France. Mais bon, ça vous le savez déjà. Mais ce n'est pas anodin cela, car maintenant j'aimerais vraiment revenir à ce que Christian a dit il y a quelques minutes. Tous les pays n'ont pas été occupés de la même façon. Les Pays-Bas, en l'occurrence, ne possèdent pas, enfin, ne sont pas occupés militairement. Donc la spoliation a lieu, mais le marché d'art était il y avait une surchauffe à l'époque dans ce pays. Beaucoup d'œuvres d'art sont achetées. Et donc, il fallait mettre la main sur ces œuvres d'art. Et on peut le voir ici en Belgique de façon très tangible. Et un grand nombre d'œuvres d'art ont été spoliées, en fait, ont été achetées d'ailleurs. Ils sont transférés aux Pays-Bas. Ça, c'est le premier exemple de transfert indirect. Et ensuite, à l'issue de cela, les œuvres d'art voilà, sont envoyés à Cracovie, dans une maison d'enchères à Munich, à Weinmüller. Elles sont transférées chez Hitler, Göring également. Voilà, elles sont transférées un peu dans toutes les directions. Un deuxième exemple de transfert indirect, eh bien, la Belgique est très proche de la France. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais au cours de la guerre, le nord de la France et la Belgique sont considérés comme une seule province, c'est-à-dire une seule unité administrative. Et donc, par voie de conséquence, beaucoup de ces œuvres d'art spoliées qui ont été capturées, qui ont été saisies en Belgique, sont ensuite transférées en France et sont transférées au jeu de paume. Et ensuite, elles sont transférées dans le circuit. C'est le deuxième exemple de transfert indirect. Et j'aimerais ici rebondir là-dessus au cours de la discussion que nous aurons un peu plus tard, car il y a eu des conséquences au niveau des enchères. Ensuite, j'aimerais également vous donner deux autres tendances qui se dessinent à l'époque, c'est-à-dire que lorsque nous nous penchons sur les institutions publiques belges, il n'y a pas vraiment de spoliation d'œuvres d'art à ce niveau-là. Donc, du côté des musées, non, il n'y a pas vraiment d'œuvres qui sont spoliées. Et s'il y en a qui sont spoliées, alors on ne pourrait pas qualifier ces œuvres d'art comme étant des œuvres hautement qualitativement très élevées. Et la quatrième tendance, maintenant je fais pas mal de progrès dans mes recherches, et je vois ici que le volume des œuvres d'art stockées dans chez les sociétés de transport, les gens qui ont en fait quitté le pays et se sont rendus dans des en fait, ils ont déposé leurs œuvres, leurs possessions dans des dépôts, et donc ces œuvres d'art qui ont été spoliées est beaucoup plus important que ce que je pouvais m'imaginer. Et je vais maintenant vous donner une cinquième tendance. Donc, Sophie en a déjà un peu parlé plus tôt. Elle nous a parlé des restrictions à l'export et des impôts appliqués aux gens qui quittaient le pays. En Belgique, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas, ça ne se produit pas en Belgique. Et donc voilà, ce sont les tendances que j'ai pu dessiner. Ça nous conforte dans l'idée que ce qu'on appelle les petits pays sont en fait des pays très importants parce qu'ils sont aux marges, sont des espaces de transition et on a souvent tendance à les négliger dans l'historiographie. Or, on voit ici avec la Belgique et les Pays-Bas combien ils ont participé à écrire aussi ce chapitre de l'histoire. Alors, on va passer, moi aussi je suis un peu stressée avec le temps, donc on va essayer dans cette dernière heure qui nous est impartie, de parler évidemment des politiques de restitution qui vont être spécifiques à chaque pays, mais aussi peut-être de s'acheminer vers ce qui est très important à nos yeux, à savoir l'importance de la recherche de provenance, qui elle aussi est distincte dans nos pays et vers lequel on tend tous à aller de manière européenne. Donc, dans l'immédiate après-guerre, sous la houlette des Américains, des milliers d'œuvres vont être récupérées, triées, retransformées,
retransférés, et à partir des années 50, c'est à chaque pays qu'il va revenir de gérer un héritage complexe, composé de milliers d'œuvres dont les propriétaires ont disparu, ne sont pas connus ou ne réclament pas leur dû. Alors j'aimerais vraiment savoir quelle a été l'attitude de chaque pays à ce moment-là, s'il y a eu d'emblée une reconnaissance des faits, si la politique de restitution s'est tout de suite mise en marche ou si ça a été beaucoup plus long. Et puis, je comptais poser ma question après, mais je la pose maintenant. On s'accorde tous à dire qu'il y a eu un grand tournant dans l'histoire des restitutions et dans l'histoire de l'art, peut-être tout court. C'est 1998, avec les principes de Washington qui ont été ratifiés par les 4 pays, mais par 44 pays au monde, et qui a fourni un cadre international d'action. Donc, essayons de comprendre ce qu'a été la politique de restitution jusqu'à ce moment-là, comment après elle s'est intensifiée et où on en est aujourd'hui. Si c'est possible, tout ça en 5-6 minutes par personne, ce qui est absolument impossible. À vous, Christiane. Okay. D'accord. Alors, je continue. Si on commence en 1945, et maintenant, avant de faire ça, je pense que c'est utile et aussi nécessaire de répondre aux questions qui parlent. Alors maintenant, moi, je parle comme rechercheur. Et je ne représente pas l'Allemagne, le gouvernement, l'administration et tout ça, mais je parle comme rechercheur et c'est pour moi, c'est vraiment la seule perspective, la perspective de la recherche fondamentale et aussi open-ended research. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver si je commence, parce que je vais trouver ce que je trouve. Mais je n'ai pas un but pour recevoir un résultat de l'un côté ou de l'autre. Ça ne m'intéresse pas, mais c'est plutôt la recherche eux-mêmes. Et ça, je pense, c'est important de savoir parce que pour toutes les choses qui se passent jusque maintenant ou dans la dernière année, ça joue un rôle. Alors, très très vite, les zones d'occupation aussi en Autriche, on oublie parfois qu'il y a aussi une zone française en Autriche et des choses comme ça. Alors, si on veut partager le temps du 1945 jusqu'à aujourd'hui, je pense on peut trouver des arguments pour établir 4 phases, et si on veut, on peut encore souligner plus de ça, mais Washington Principles, c'est une chose décisive, je pense. Et aussi, 2013, c'est bien sûr, c'est Görlitz, parce que pour l'Allemagne, c'est une très, très grande chose avec beaucoup de repercussions et résultats, implications et tout ça. Alors, mais quand même, restitution, c'est une chose, mais il y a aussi beaucoup de perspectives. Et on ne peut pas faire des choses que nous faisons si on n'adopte pas une perspective que j'aimerais appeler holistique, parce que ce n'est pas seulement juridique, politique, histoire de l'art, mais c'est bien complexe. Alors, Les Marchands d'Hitler, il y a une interview avec Barbara Goepel. Barbara Goepel était secrétaire avec Otto Abetz dans l'ambassade allemande ici à Paris pendant l'occupation. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, you can see the translation into English. On peut voir la traduction en anglais. C'était pas nous, ni Erhard Goepel, non moi. Et on continue. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui se passe à ce temps-là si on n'était pas là? Alors, this is, let's say, against all research. C'est une position que moi, je ne peux pas accepter.
Parce que je suis superfluous. I don't need to be here. Because I wasn't there, je suis superflu. Donc, comme je n'étais pas là, donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit. On ne peut pas apporter de jugement. Mais moi, je pense que si. Alors, il y a des choses, des problèmes, et on ne peut pas continuer tout ça, mais il y a le problème du témoignage, et qui... Primo Levi a écrit beaucoup sur ne pas adresser même du côté de perpetrator, l'agresseur, mais aussi du côté des victimes, de ne pas se souvenir et d'établir une image du passé et tout ça. Alors, ça, je pense que des choses comme ça sont vachement intéressantes parce que ce ne sont pas seulement des actions techniques qu'on parle ici. Mais, alors, elle dit... On ne peut pas faire quelque chose, et moi je dis oui, on peut. Alors c'est un groupe de chercheurs dans le Bundesdenkmalamt à Vienne, et bien sûr on peut faire des recherches, et on peut même faire des recherches transnationales. C'est dans le cadre d'un projet que nous avons fait, qui s'appelle Transkult AA, Transfer of Cultural Objects in the Alpe-Adria region, which is one of the very few things where actual fundamental research l'un des cas où la recherche fondamentale s'inscrit. Oh yeah. Et nous avons publié one of the les premières choses en Italie, parce que c'est très très compliqué en Italie avec la Resistenza et Italian Identity Post-War, Studi di Mimo Fonte, avec beaucoup de recherches sur des collections juives et la spoliation avant 1943 et après. Les deux. C'est important parce qu'après 1943, c'est bien sûr les Allemands ou bien Repubblica Sociale Italiana. Alors, et là, Sophie Lélie a parlé de Trieste, de l'exportation des œuvres. Et là, le musée juif de Trieste, on peut regarder les objets qui sont restés à Trieste jusqu'à aujourd'hui, et ce sont des choses à faire, bien sûr, de relier, de faire des identifications des objets à des noms, parce que ce sont les choses qui c'était au Dorotheum, une maison de vente aux enchères à Klagenfurt, et là, mais ils ne sont pas vendus, on a oublié, et maintenant on a trouvé. C'est ce qu'on peut faire ça maintenant. Alors, nous avons parlé de ça. Et pour moi aussi, c'est important que nous ne parlons pas d'une chose technique, mais c'est aussi une chose de la culture populaire. Alors, Simpson, there is a Simpson series already avant Washington Principles en 1996, une série qui se passe ici en France. Alors, très vite. Ce sont des histoires, des narratifs, des choses qui sont pour un grand nombre de gens que c'est important d'avoir une manière de trouver une relation là. Parlons du présent. Aujourd'hui en Allemagne, à partir de Gurlitt, c'était établir le Deutsches Zentrum Kulturgutverluste comme centre d'administration, finalement, qui veut aider les musées pour faire des recherches de provenance dans les musées. Alors, presque 35 personnes, c'est beaucoup, qui donnent de l'argent aux musées, aux bibliothèques et tout ça pour faire des recherches. Et ça se passe. Une autre chose qui se passe en Allemagne, il y a la Beratende Kommission, qui s'était aussi appelée Limbach-Kommission, la dernière décision en août, dans l'été. C'était la première fois vous voyez ici une dissenting opinion. On a fait une décision, oui, mais la commission était partagée. Alors il y a deux opinions qui se battent maintenant, mais c'est la réalité.
de la commission de restitution de l'Allemagne. Et il y a le réseau, le network des commissions en Europe. Ça veut dire c'est Allemagne, France, Grande-Bretagne, Autriche et aussi Hollande, néerlandais, qui font une coopération entre eux-mêmes, les 5 nations, les 5 commissions. Et on peut maintenant une newsletter, on peut trouver tout ça dans l'internet. C'est aussi une réalité européenne d'une certaine manière, parce que Christine Le Cerf, elle a demandé de parler de l'efficacité et des limites des politiques nationales de restitution. Bon, pour moi, des limites en Allemagne, c'est par exemple que nous avons plus de 6000 musées en Allemagne, mais la recherche de provenance, qui est une chose qu'on pense ajouter, ça ne marche pas vraiment parce qu'il y a des conditions qu'il faut avoir avant pour commencer la recherche de provenance. Il faut avoir un inventaire. Mais pas tous les musées ont des inventaires. On n'a pas une identité des objets pour commencer la recherche de provenance. Alors, c'est beaucoup plus facile et à cause de ça, je suis plutôt ambivalent parce qu'on ne parle pas de la numérisation ou mettre des collections en ligne, mais c'est plutôt 2 pas avant ça, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le problème. Et pour montrer Bartholomäus van der Helst de la collection Schloss que nous avons déjà mentionné, bien occupé dans le ministère des Affaires étrangères, leur base de données sur la collection Schloss, c'est tout ça. Et nous avons eu un projet, alors, Central Institute. Et là, vous trouvez, nous avons trouvé, oui, il y a le Bartholomäus van der Helst. Et maintenant, c'était en 2017, c'était à Imkinski, à Vienne. Et nous avons dit, c'est volé 2 fois, ici, en France, mais aussi à Munich, à la fin de la guerre, en 1945. Et la maison, Auction House, Imkinski, ils savaient ça, mais ils disent, ça fait rien, on peut le vendre. Alors la France est intervenue et la France a démonté la restitution, mais à cause du loi autrichienne, ils ont dit non, c'est pas grand-chose, c'est bon comme ça, on peut rien faire. Nous avons fait, mon collègue a écrit cet article dans la Süddeutsche Zeitung, et c'était, bon, en 2017, c'était partout, mais maintenant, c'est rentrer avec le propriétaire qui a encore rien s'est passé. Alors, c'est aussi la réalité des restitutions, parce que quelquefois, ça marche, mais quelquefois, ça ne marche pas. Il faut comprendre. Et aussi, pour moi, jusqu'à maintenant, j'ai vu ça, le catalogue jusqu'à maintenant, là, il offre, parce que les maisons aux enchères, ils ont la responsabilité de donner des informations et aussi de révéler la provenance. Le marchand d'art, normalement, ne doit pas être tellement transparent. Mais maintenant, nous avons une maison aux enchères et ils disent il y a beaucoup de raisons pour ne pas faire ça. C'est meilleur de ne pas faire une action, mais c'est incroyable. Regarde ça. Et c'est aussi la réalité européenne et il y a le Our clients value the professionalism and discretion. So discretion is the born foe of transparency. Et en fait, cela va contre la transparence. Et c'est la réalité maintenant. Bon, et à cause de ça, je pense, pour finir, qu'il y a
beaucoup de choses qu'on doit faire au niveau de la recherche, au niveau de l'histoire de l'art, oui, mais aussi c'est une décision administrative et surtout politique de l'échelle européenne pour faire quelque chose. Et je sais qu'il y a une réunion à Bruxelles le 3 décembre sur le sujet Cross-Border Restitution Claims of Works of Art and Cultural Goods Looted in Armed Conflicts and Wars. Et c'est, je pense, la première fois que la Commission européenne elle-même a pris le sujet propre et dit on ne peut pas continuer avec tous les différents règles aussi juridiques dans les pays qui sont l'un à côté de l'autre. Il faut faire quelque chose. C'est parce que nous avons fini ici. It is a political effort. Ce ne sont pas de choses que nous, comme chercheurs, peuvent faire, mais c'est plutôt la politique. Merci Christiane d'avoir souligné, je pense, tous les aspects nombreux, politiques, culturels, éthiques, moraux, qui concernent cette grande question de la restitution et d'avoir quand même européanisé la question allemande, mais il fallait le faire. Ouais. Alors, je passe la parole à Sophie, qui va nous parler un peu de la situation autrichienne. Je crois savoir que l'Autriche, comme toujours, est très lente, mais rattrape finalement son retard. So maybe one of the big differences between peut-être qu'une des grandes différences the situation in Germany and Austria is that Austria did not have any kind of compensation or d'indemnisation en période d'après-guerre. Comme on le sait, l'Autriche a été la première victime du nazi, donc il n'était pas tenu responsable des indemnisations après-guerre. Et les restitutions qui ont eu lieu juste après la guerre ont été des restitutions occasionnelles. Si vous étiez un réfugié de l'époque nazie et vous saviez où se trouvait un objet, et idéalement dans une collection publique, eh bien vous pouviez essayer de le revendiquer. Vous n'alliez peut-être pas réussir, mais au moins il y avait une possibilité. Le statut de limitation a expiré très rapidement. Et au bout d'un certain temps, il n'y avait plus de possibilité de restitution en Autriche, ou même depuis le reste de l'Europe d'ailleurs. Et c'est une des explications pour laquelle nous discutons de ce sujet aujourd'hui. Et autre chose qui m'a marqué, et c'est assez similaire avec beaucoup de pays, dont la France, eh bien, c'est cette question de carrière non interrompue. On est dans un domaine d'expertise. Les mêmes experts étaient en place avant, pendant et après la guerre. Christiane Faumaster a parlé de Trieste. Eh bien, les personnes responsables des campagnes de pillage dans le nord de l'Italie, en Slovénie, etc., qui travaillaient pour l'institution des bâtiments historiques après la guerre, eh bien, c'est des gens qu'on revoit à maintes reprises. Et l'Autriche, je pense, a été le premier pays, après les principes de Washington, à mettre en place cette loi de restitution. Et il y a eu beaucoup de retours positifs à ce sujet, mais avant de vous emballer de trop, eh bien, c'est 60 ans après les faits. Et ça a été le résultat d'une très forte pression qui venait essentiellement de l'étranger. Il n'y avait pas d'autre alternative, parce que ce qui a mis en branle l'ensemble du processus, eh bien, ça a été de soumettre à comparution deux peintures de Schilling
Et ça a eu lieu le 24 décembre. Et les musées autrichiens ont dû réagir très vite. Donc c'était une question qui a été déléguée au ministère de la Culture. Et cela exclut le musée Léopold, qui était un des rares musées privés en Autriche. Mais cela a préparé la voie pour le fait que les musées autrichiens soient maintenant responsables des recherches d'origine. Et il y a tout un volume œuvres d'art qui ont été retournées à leurs propriétaires. Donc un gros travail a été fait. Il y a beaucoup de points négatifs dans cette loi, à savoir que les demandeurs n'ont pas de droit juridique à la restitution. Ce n'est pas inscrit dans le code de la loi, ce sont les experts qui décident si une œuvre va être retournée ou pas. Donc, si vous avez de la chance, la décision est positive et alors les choses se font facilement et sont peu onéreuses. Mais si vous n'avez pas de chance et on vous dit non, eh bien, il n'y a rien à faire et il n'y a pas de tribunal devant lequel vous pouvez vous présenter. Il n'y a pas d'autre voie d'appel pour voir si vous pouvez faire quelque chose ou si l'on peut changer la situation. Et je pense que ce qu'on a vu, et c'est avec ça que je conclurai, mais pour encourager la restitution, eh bien, c'est qu'on a vu quel était l'avantage pour les institutions. Et dans les 20 ans pendant lesquels l'Autriche a fait face à son héritage de spoliation, on a eu une nouvelle génération en fait de chercheurs en art qui ont fait ce travail. Et eux, ils ont assumé le rôle qu'ils avaient à assumer par rapport à ces institutions. Ils ont eu et les musées et les institutions essayent maintenant de s'améliorer. Et donc, je pense que ça a été vraiment un moment décisif. Ça a pris du temps parce que initialement ce n'était pas ce qu'on disait en 48 ou en 49. Où le gouvernement était très hostile à toute demande de restitution, mais on a compris que c'était un travail qu'il fallait faire et que c'était bénéfique à l'ensemble de la population. Merci Sophie de nous rappeler, comme Christiane, combien l'éthique et la politique sont toujours liées. Et je vais passer la parole à Inès pour une présentation rapide, mais pas trop, de la France. Merci. Oui, je vais essayer de vous rappeler quelques dates. Quand on a célébré les 20 ans de la conférence de Washington à Berlin l'année dernière, la France fut fortement critiquée. Notamment les voix américaines disaient qu'il n'y a pas été fait suffisamment de travail. Alors moi, je voulais quand même rappeler, parce que par justesse, je pense que ce n'est pas toujours connu, quelques dates clés, quelques institutions qui travaillent sur ces questions en France depuis la guerre. En fait, c'est depuis 1943 que le Comité français de libération à Londres a déclaré la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi. Et dès décembre 1944, il y a l'Office des biens et intérêts privés, l'OBIP, sous tutelle du ministère des Affaires étrangères, qui commence en fait à recenser les biens appréhendés par l'ennemi. En novembre 1944, suit la création de la commission de récupération artistique, souvent mentionnée comme CERA, à l'initiative de Jacques Jauja, directeur du Musée national, spécifiquement pour les biens culturels.
Donc si vous voulez, dès la fin de la guerre, il y a une sorte pour ceux qui ont vu le film Monument Man, c'est les Monument Man français. Pour rappeler, on a déjà évoqué les chiffres, sur les 100 000 biens culturels spoliés en France, grâce à ce travail de ces équipes, et notamment, ça vous le savez tous, ce travail de Rose Valland, qui était en fait affecté au jeu de paume et qui avait pris des notes. Et grâce à ces notes, on a pu identifier énormément des œuvres qui ont été trouvées par les Alliés après la guerre. Donc, sur les 100 000 biens culturels, 60 000 environ reviennent en France et 45 000 sont restitués. Donc, je voudrais juste rappeler ce travail parce qu'il est souvent un peu oublié. Par la suite, a été mise en place une commission de choix en 1949, et en fait qui traitait sur à peu près les 15 000 œuvres non restituées, en disant, il y avait l'idée donc effectivement de mettre en vente par les domaines ces œuvres non réclamées. Et là-dessus interviennent les musées français qui disent, mais en fait il faut les analyser de près. Et les musées français désignent 2000 œuvres qui sont aujourd'hui toujours mentionnées, les fameux 2000 MNR, musées nationaux récupération, pour les retenir. Alors il faut bien distinguer, il ne s'agit pas d'une appropriation des musées nationaux, il s'agit d'une sorte de mise en dépôt, donc juridiquement ça n'appartient pas au musée, mais ce sont des œuvres qui sont aujourd'hui exposées dans les différents musées nationaux en France. Et le reste donc, fut vendu par les domaines entre 1950 et 1953, environ 13 000 objets, dont des tableaux, mais aussi des lits, des tables, des sommiers, des chaises, donc des objets plutôt simples. Ensuite, à partir de 1955, c'est le gouvernement de la République fédérale allemande qui devient la seule autorité pour effectuer les recherches et restitutions. Et en 1957 suit la loi, la Brügge, donc c'est le Bundesrückerstattungsgesetz. Donc c'est en fait une loi qui permet à l'Allemagne d'indemniser les propriétaires d'œuvres d'art non retrouvées. Donc en fait, c'est à ce moment-là, en fait, le demande d'indemnisation passe plutôt de côté allemand. Après, on a déjà dit, il y a à peu près 40 ans de silence. Ce sujet tombe dans l'oubli, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Et alors après, on a parlé de 98, la conférence de Washington, mais je pense en France, ça bouge avant. Vous avez déjà mentionné le livre de Lynn Nicholas, Le pillage de l'Europe, donc qui fut traduit en français en 1995, suivi par aussi une autre publication qui a beaucoup fait parler, et qui a fait beaucoup couler l'encre aussi dans les médias, c'est donc Hector Feliciano, Le musée disparu, enquête sur le pillage des œuvres d'art françaises. Et surtout pour la France, je pense que l'essentiel, c'est de rappeler le discours de Jacques Chirac de 1995, lors de la commémoration de la rafle de Veldiv, qui reconnaît la responsabilité de la France dans les déportations et l'anéantissement de près de 76 000 Juifs qui vivaient. Donc c'est vraiment à la suite de ce discours que les choses vont commencer à bouger. Et dans un premier temps, ça ne concerne pas tellement les œuvres d'art, c'est un sous-sujet, mais il s'agit surtout de faire la transparence, notamment sur les spoliations bancaires. Et donc il a été décidé une mise en place de la dite mission Matteoli en 1997, qui enquête donc sur l'ampleur des spoliations, mais sur l'ensemble, immobilier, compte bancaire. Donc en fait, les œuvres d'art, c'est un tout petit, quelque part, sous-chapitre. En 2000, la mission Matteoli rend son rapport, et donc deux conservateurs des musées français, Didier Schulman et Isabelle Lemann de Chermont, ont rédigé la partie concernant les œuvres d'art. Également décidé en 2000 est la création de la CVS, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation intervenues du fait de législation antisémite en vigueur pendant l'occupation. Donc il commence son travail de recherche, d'indemnisation et aussi, si possible, restitution. Et là encore, pour vous donner un chiffre, il s'agit à peu près de 10% des dossiers concernent les œuvres d'art. Tout le reste, ce sont des indemnisations donc concernant soit l'immobilier, compte bancaire, etc. Peut-être encore rappeler un événement en France en 2008, l'exposition qui a eu lieu au musée d'art et d'histoire du judaïsme, à qui appartenaient ces tableaux, donc une exposition qui a montré certains MNR, la problématique des MNR, et qui a fait appel à des propriétaires à se signaler.
Et alors, je pense le problème en France, juste pour tout de suite faire le lien aussi avec la situation actuelle, c'est que, mais comme partout, c'est une question de moyens. Il y a les conservateurs en très peu de temps. Il y a, à ma connaissance, aucun poste de conservateur qui a été créé exclusivement pour la recherche de provenance. Ce qui était décidé pour vraiment venir à l'actualité, puisqu'il y a donc, je pense, un nouveau élan assez récent de la politique française, puisqu'en 2018, David Zivie rend son rapport à la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, sur la situation des biens culturels, avec plein de recommandations. Et dans son discours, Édouard Philippe, le Premier ministre, lors de la commémoration d'un rafle de Valdif, donc en 2018, dit clairement qu'on doit mieux faire. C'est-à-dire, concernant les œuvres d'art, ça doit bouger. Et c'est donc tout récemment a été mise en place une nouvelle mission. Donc, il y a d'autres personnes, notamment David qui est présent ici, qui en parlera beaucoup mieux que moi, mais je le rappelle juste comme point d'actualité. Depuis avril, la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1944. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? C'est en fait, dans le passé, c'était un processus assez complexe. Comme vous avez vu, la question juridique était du côté du ministère des Affaires étrangères. Après, vous avez eu donc des gens qui enquêtaient au sein des musées, service musée de France, au sein des musées, qui ont enquêté sur les collections, sur les provenances. Mais ensuite, et donc la CVS qui lui, dépend du Premier ministre. Donc tout ça, c'est un paysage qui n'est pas facilement compréhensible, notamment pour les récurrents, pour les familles qui demandaient restitution. Donc, une idée qui est nouvelle maintenant pour la France, c'est justement de simplifier ce processus. C'est-à-dire la mission, elle dépend directement du ministère de la Culture. Elle a actuellement, si je ne me trompe pas, 7 membres qui travaillent sur ces questions et elle va encore s'agrandir. Et donc il y a une facilitation, je pense, du processus. Après, on observe aussi, peut-être depuis la conférence de Washington, déjà quand même un plus grand intérêt pour la recherche de provenance. Alors, on manque toujours, de mon avis, manque toujours beaucoup les universités, c'est-à-dire on ne trouve aucun professeur qui est spécialisé sur ces questions et qui peut enseigner la matière. Il y a 2-3, on peut vraiment les compter sur une main, 2-3 professeurs actuellement en France qui peuvent recevoir des étudiants qui souhaitent travailler sur ces questions. Et alors, juste pour finir, nous, on essaie à l'Institut national d'histoire de l'art. On a mis en place depuis le début de l'année un séminaire qui est ouvert au public d'ailleurs sur ces questions, notamment avec une approche très internationale, très européenne, pour montrer qu'est-ce qui se fait ailleurs et qu'est-ce qu'on peut éventuellement améliorer en France. Donc un séminaire en coopération à l'INP, donc l'Institut national patrimoine, qui forme les futurs conservateurs, parce que ça, c'est quand même très important de rappeler que la nouvelle génération a ce désir de la transparence, a envie de travailler sur ces questions, mais bon, il faut les former, il faut ouvrir les archives aussi, dernier point peut-être très important. Pourquoi ça a pris aussi longtemps? Il faut aussi se rappeler, beaucoup de sources n'étaient pas disponibles. C'est-à-dire, on a l'ouverture des archives, beaucoup de documents sur lesquels on travaille aujourd'hui n'étaient pas accessibles pendant 70 ans. Donc c'est la loi des archives, c'est la protection de la vie privée. Donc énormément de sources remontent à la surface maintenant. Donc c'est vraiment le moment d'agir. Merci. On va passer très rapidement à la situation belge, Gert. En gardant à l'esprit qu'il nous reste une vingtaine de minutes pour aborder peut-être un peu plus en profondeur la question de la recherche de provenance, parce que tout le monde en parle ici à cette table, mais est-ce que le public est bien conscient de ce que c'est qu'un chercheur en provenance et de tous les enjeux qui sont accrochés à cette question de la recherche de provenance pour la restitution, hein? Gert? Ok, une vingtaine de minutes, ça me va. Hein. Ah non, pas pour toi. Non, ça j'ai compris. Christine, I would like to come back to the summary you gave after my first intervention, and I think it was too friendly because you said this contribution makes or shows that even the small countries have a part of the history to write. And that's too friendly, I think, because mostly when I meet
researchers in the international scale, they tell me, why is Belgium so silent, if not to say, why is Belgium absolutely absent in the debate? And I think that's more close to reality, et je pense que c'est plus proche de la réalité, parce que ce que je vais vous montrer maintenant n'est pas vraiment très positif. Alors, je vais parler de moments clés. Alors, on va commencer par la restitution, la récupération après la guerre. Et bien, ça a été misérable. La Belgique a ramené 1155 objets, dont 600 pièces de céramique, et on ne saura jamais à qui elles appartenaient. Donc, pas du tout un bon travail. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que la Belgique avait d'autres priorités, à savoir ramener des trains ou récupérer peut-être des vaisseaux, des choses gros, visibles, mais pas des peintures ou des œuvres d'art. Et la Belgique n'était pas très active dans la zone occupée française, américaine ou allemande. Et puis, la troisième raison, vous n'allez peut-être pas la croire, mais même si la Belgique est très petite, nous avions deux services qui faisaient le même travail et qui étaient en concurrence l'une avec l'autre. Et lorsque j'étais dans les archives, c'était vraiment étonnant de voir cette lettre du ministère de la Culture qui est intervenue. Et un casque bleu des Nations Unies qui a dit « Vous allez en zone américaine et vous laissez tomber cela ». Et je pense que c'est pour cela que la récupération en Belgique a été très médiocre. Et comme cela a été déjà montré par Christiane et Inès, il y a eu des activités, mais en Belgique, dans les années 60, beaucoup de fichiers ont été fermés et avec on y est revenu en 98 avec les principes de Washington. Et puis là, la Belgique a une petite réaction et un effort pour faire un exercice, à savoir indemniser les pertes de la communauté juive. Et un des aspects, c'était l'étude du domaine artistique. Et la conclusion est arrivée en 2008. Le travail dans le domaine artistique a été très faible et la conclusion disait en fait que ce n'était que le sommet de l'iceberg. Donc en fait ça a commencé mais ça s'est arrêté, ça a été bloqué quelque part. Et la mauvaise nouvelle, c'est lorsque j'ai demandé à voir la base de données produite pour cet exercice, eh bien, c'est un des secrets les mieux gardés de la Belgique au sein de la chancellerie du Premier ministre. J'ai demandé à y avoir accès plusieurs fois, mais à chaque fois, on m'a répondu qu'il y avait des informations privées dedans. Et je suis d'accord, c'est vrai, mais on peut facilement séparer les informations privées des informations artistiques. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait ma propre base de données. Ça m'a pris 1 an, mais j'ai réussi. Après 2008, les travaux se sont arrêtés, mais en 2016 et 2018, le sujet est réapparu. Et je me suis dit, si le gouvernement belge n'est pas prêt à rendre publique la base de données sur les arts et la présenter dans les musées comme c'est le cas aux Pays-Bas et en France, d'accord, eh ben moi je vais publier les résultats. Et donc suite à cela, il y a eu beaucoup d'interventions au sein du Parlement et le secrétaire d'État a décidé que, ok, on allait étudier ces œuvres d'art, leur provenance, et nous allions faire une base de données générale. Alors, où en sommes-nous maintenant?
Il n'y a pas encore de base de données générale pour le moment, mais j'ai vu que certains des musées avaient mis ces informations sur ces œuvres particulières sur leur site web. Personne n'est au courant, c'est un grand secret, donc il faut vraiment chercher ces informations, mais elles sont là. Et je suis heureux, moi, que ces informations soient là, parce que cela prouve ce que je disais, à savoir qu'une grande partie de ces œuvres, 63%, ont une provenance qui n'est pas complète. Donc j'en suis très heureux, parce que cela montre que ces œuvres ne devraient peut-être pas être là. Et je voudrais faire référence au 3 décembre, une date mentionnée par Christine. Il y a une demande de résolution déposée auprès du Parlement européen et j'aimerais vraiment qu'elle soit adoptée parce qu'il y a des aspects qui me tiennent vraiment à cœur, à savoir cette question de la provenance. Et à ce sujet, j'aimerais revenir sur les travaux de provenance et la notion des transferts indirects que j'ai déjà mentionnés. Les œuvres qui sont passées par la Belgique, les Pays-Bas et la France, parce qu'en fait, après la guerre, les Monumentsmen ont essayé de récupérer ces œuvres avec les chansons d'Elvis Presley dans les oreilles. Mais, donc en fait, s'ils trouvaient des œuvres aux Pays-Bas, ils les redonnaient aux Pays-Bas, mais sans se soucier de la provenance. Et c'était la même chose en France, sans se soucier que, par exemple, cette œuvre venait initialement de la Belgique. Et c'est pour ça que dans certains musées français ou belges, il y a toujours des œuvres qui, initialement, venaient de la Belgique. Donc, dans cette résolution, nous devrions avoir plus de travail sur la provenance. Et il faudrait également essayer d'établir les pertes qui sont les mêmes dans tous les pays, parce que nous n'avons rien à ce sujet. Il y a juste un titre qui est différent dans chaque pays. Donc, il peut se produire qu'une œuvre d'une même collection a un traitement particulier aux Pays-Bas et un autre en Allemagne. C'est étrange et ça serait bien d'avoir la même loi qui s'applique aux deux pays. Et je pense que ça serait également une bonne idée si on avait un seul système de catalogue général qui, avec les mêmes standards, les mêmes normes dans tous les pays. Donc j'espère que cela va porter ses fruits le 3 décembre. Merci Gerd. Et en fait, tu me fournis une transition, tu as instauré un début de débat que je souhaitais mener entre vous en vous posant la question: quels sont les enjeux aujourd'hui, quelles sont vos propositions pour faire en sorte que le maximum d'œuvres retrouvent leur propriétaire à l'échelle européenne. Sophie? Non, parce que Gerd a parlé de la nécessité d'harmoniser un certain nombre de choses, de rendre accessible le maximum de choses, d'utiliser les moyens informatiques pour que les informations circulent. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut y ajouter peut-être une autre conception? Ça, c'est ce que je vous soumets, du musée aujourd'hui, de la manière dont on expose une œuvre. Qu'est-ce qu'aujourd'hui exposer une œuvre? C'est plus seulement la montrer, mais c'est peut-être aussi montrer toute son identité, son contexte, comment elle est arrivée là, à qui elle appartenait, etc. Donc, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle manière d'appréhender l'œuvre d'art aujourd'hui en Europe? Je ne crois pas qu'il existe une seule solution. Je pense qu'il est important, ce sera en fait l'idéal plutôt,
d'améliorer la coopération et la standardisation. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous en matière de coopération. Et je ne crois pas nécessairement qu'il n'y ait qu'un seul modèle. Je pense qu'il existe toute une série de musées qui se sont montrés très novateurs quant à la façon dont il fallait appréhender cette problématique, c'est-à-dire rendre leurs recherches connues au public et comment présenter les œuvres d'art. Il y a 10 ans, les gens pensaient que cela suffisait de mettre des œuvres d'art sur le net et d'attendre ce que les gens fassent des réclamations. Et les gens étaient très surpris parce qu'ils ont vu que personne, très peu de gens faisaient des réclamations. Le musée ne peut pas déléguer cette responsabilité. Ils doivent réaliser de la recherche proactive. Ils doivent vraiment faire leur travail et cela ressort de leur responsabilité. Ils ont pour vocation de faire cela. Car ce ne sont plus des réclamations que l'on va obtenir des propriétaires de départ. Généralement, ce sont les enfants, ce seront les enfants ou les petits-enfants qui vont entrer dans la danse. Et ce n'est pas suffisant de simplement mettre les choses en ligne, bien que cela puisse représenter un grand avantage pour nous en tant que chercheurs. Parce que nous savons où chercher les informations. Je pense qu'il existe des possibilités en matière de coopération et j'aimerais en mentionner une. Et cette possibilité, c'est quoi? C'est l'idée de transferts indirects. C'est la problématique. Dans mon travail quotidien, il y a beaucoup de réfugiés autrichiens qui se sont rendus en France et qui auraient pu amener des œuvres avec eux, des objets qui leur appartenaient. Peut-être pas toute leur collection, mais certaines parties de leur collection. Ensuite, vous avez les différentes phases de dépossession. Et ces secondes phases, en fait, se sont produites en France parce que voilà, les nazis les ont rattrapés. Donc, il y a beaucoup d'œuvres. Et vous avez une grande thématique ici en France, c'est-à-dire la thématique concernant la propriété des réfugiés. Et la question est la suivante. Les informations concernant ces propriétés, ces objets qui appartiennent aux réfugiés, comment est-ce qu'on peut obtenir ces informations? Ces œuvres d'art, enfin ces cartes meubles qui ont été saisies par les nazis au cours de l'occupation et qu'on n'a pas revu dans les processus de négociation après la guerre. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des citoyens français, les propriétaires. Donc cela nous montre une des possibilités. En tant que chercheurs, on pourrait travailler main dans la main et essayer de comprendre un peu cette thématique, ou plutôt l'histoire de ces œuvres. Christiane. Bon, on pourrait peut-être même dire quoi faire. Et là, pour moi, la question, c'est les objets, ils sont vraiment partout. Ils sont dans les musées, oui, mais aussi dans les collections privées, mais aussi sur le marché. Jusque maintenant, pendant nous parlons ici, ils circulent sur le marché. Ça veut dire que toutes les actions, toutes les activités ne peuvent pas être confié ou limité au musée seulement. Ça ne marche pas. C'est peut-être la moitié, mais ça ne suffit pas. Alors, quoi faire? Ma réponse, ça serait une action intégrale pour faire justice, pour vraiment essayer de trouver les traces, parce qu'il y a des objets qui existent, et il y a des familles, il y a des histoires, et c'est ce qu'on doit lier, établir une relation. Et pour faire ça, on doit avoir une solution qui peut établir un pont entre le secteur commercial et aussi le secteur public. Mais là, il faut aussi faire attention c'est ce que j'aimerais appeler la discipline de l'histoire de l'art, parce que la catégorie ou la entité de provenance, normalement, ne joue pas un rôle assez dans parce que juste maintenant, moi, j'ai des étudiants qui sont nés en 2000. Ils sont nés en 2000. Alors, il faut travailler d'une certaine manière, parce que c'est une nouvelle génération là.
Et moi, j'aimerais, ce ne sont pas seulement le marché et le musée, mais aussi la discipline de l'histoire de l'art, parce que là, nous avons beaucoup de choses à faire, de entrer cette provenance comme catégorie d'un objet, comme quelque chose de très, très normal. Il faut faire attention à ça. Oui, et comme ça, j'espère qu'il y a aussi des choses qu'on pourrait faire. Et maintenant, j'ai un peu peur, parce qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup une politique symbolique. Il y a gesture politics, pretending that they now do something about provenance, but it's not really being done. Chose concernant la provenance, mais enfin, c'est pas vraiment quelque chose de très concret. Donc je veux vraiment que ça devienne concret. Cela veut dire que vous devez vraiment créer des bases de données. C'est très important, les bases de données, parce que c'est seulement à ce moment-là que vous pourriez identifier les choses et créer des relations entre les objets et les histoires. Mais cela doit constituer une révision intégrale. Pour arriver, quand la solution faire est juste, the Washington Principles coming to terms with the Nazi past. Afin que l'on puisse vraiment appréhender ce passé. Je voudrais quand même rappeler aussi votre travail aux archives de Moscou, hein, et combien Moscou est relié avec la France dans votre travail de recherche. Donc il faudrait peut-être, en plus de répondre à cette question, peut-être élargir aussi aux matériaux de base de ce chercheur de provenance qui doit être facilité. Oui, effectivement, Sophie Lily l'a déjà mentionné. Moi, je pense depuis des années que la question de la recherche de provenance est très, très liée à la question de l'exil. Il ne faut pas oublier que quand même la majorité, la France était comme un grand pays de l'accueil à l'origine, mais en fait, au début de la guerre, les premières victimes furent les exilés qui étaient en France, qui pensaient être dans un pays de droits de l'homme. Et en fait, c'était les premiers qui étaient internés dans les camps en France et ensuite, pour une grande partie, déportés. Donc ça, c'est effectivement une question qui est très importante. On ne peut pas rester dans une notion nationale sur ces questions-là. À la fois pour analyser ce qui s'est passé il y a 75 ans, mais aussi par rapport, comme vous dites, aux sources. Alors juste, je parle en deux mots. Pourquoi Moscou ? Moi, je me suis rendue à Moscou la première fois il y a 10-11 ans, parce que là-bas, il y a des dites archives spéciales. Alors, quel rapport avec le marché de l'art ou la recherche sur les exilés en France ? Parce qu'en fait, là-bas, ce sont les autres dossiers qui ont été souvent doublement spoliés. D'abord par les nazis en France et ensuite emportés par l'Armée rouge. Donc, les gens, on a la diaspora, on a les objets ce transfert d'objets partout en Europe et au monde, mais on a aussi ce transfert des archives, les sources. Donc, c'est ça la grande complexité et qui rend très difficile le travail des chercheurs. Je peux travailler dans les archives françaises, mais je ne vais pas forcément trouver une réponse par rapport à une œuvre qui se trouve aujourd'hui, qui est peut-être un MNR. Je vais peut-être trouver la réponse à Moscou, parce que là-bas, je trouve des factures, des achats d'œuvres d'art sur le marché de l'art français pour le musée de Linz, et d'un coup, je me rends compte, il y a le nom des acteurs, des gens, des intermédiaires qui ont vendu ces objets. Donc, c'est ça la complexité du problème. Bien sûr, c'est un problème linguistique, enfin, on se rend compte aujourd'hui, donc il faut quand même essayer de parler en plusieurs langues, il faut aussi lire les documents qui sont souvent rédigés en différentes langues. Donc, il faut une approche européenne, il faut une approche absolument internationale. C'est très compliqué, on a un grand manque de moyens, enfin, on revient toujours au même constat. Tout le monde dit il faut faire, c'est important de faire. Moi, depuis 1 an et demi, j'ai mon nouveau projet qui est aussi un projet transnational franco-allemand sur les acteurs justement du marché de l'art. Je passe 60% de mon temps à parler de ce qu'il faudra faire, mais on n'a pas assez de temps pour la recherche. Et d'ailleurs, pour donner un autre exemple, pour l'Allemagne, le D7K qu'a mentionné Christian a mis énormément de moyens, mais c'est souvent des projets très limités dans le temps. C'est-à-dire un chercheur de provenance va analyser telle et telle collection de tel et tel petit musée, et au bout de 2 ans, 3 ans, plus de contrat.
de travail, c'est fini. Donc ça, c'est un grand problème, c'est les moyens. Il faut mettre en place les moyens, il faut avoir du personnel, il faut des gens. On ne peut pas faire ça toute seule en son coin, il faut qu'on puisse avoir des moyens pour changer. Et peut-être un dernier mot par rapport aux bases de données. Bien sûr, aujourd'hui, on a cette possibilité extraordinaire de bases de données, mais aussi toutes les nouveautés de l'humanité digitale, c'est-à-dire on peut exploiter les documents qui sont souvent déjà numérisés, mais on peut les exploiter avec vraiment des moyens techniques extraordinaires, par exemple pour analyser des catalogues de vente, pour faire une recherche au lieu de dépouiller des milliers de catalogues. La machine, l'intelligence intellectuelle peut trouver des solutions, mais là encore, il faut des moyens. Il nous reste très peu de temps, mais je vais quand même déborder un tout petit peu, parce qu'on avait commencé un peu en retard. Et je voudrais, comme j'ai introduit cette table ronde par un petit élément audiovisuel, je voudrais presque conclure notre séance avec un second élément qui va vous raconter la longue quête de Georges Jorich, justement un Autrichien exilé au Canada, parce que je pense que la dimension humaine, psychologique de celui qui cherche une œuvre qui lui appartient doit être soulignée pour terminer notre table ronde. Cette histoire a commencé le jour où mon grand-père a vu dans un livre des toiles du peintre autrichien Gustav Klimt. Il s'est alors soudainement rappelé que 2 de ses paysages étaient accrochés dans la maison de sa grand-mère en Autriche quand il était petit. Ces tableaux de Klimt sont alors devenus les symboles de ce qu'il croyait avoir perdu. En 1999, 5 ans après avoir vu les toiles dans le livre sur Klimt, mon grand-père décide de retracer les peintures de sa grand-mère. Il ne sait pas où elles se trouvent et ne connaît pas leur titre officiel. Il écrit donc à des organismes spécialisés dans la recherche d'œuvres d'art volées par les nazis. Il décrit les tableaux avec ses souvenirs d'enfance. C'était clair laquelle il cherchait, parce qu'il n'y en a qu'une où la tour de l'église est coupée, et ça c'était Cassone. Alors, à partir de cela, je savais que je devais chercher Cassone. 6 ans après avoir identifié le tableau Église Cassone, on a enfin trouvé un indice sur son emplacement possible. La famille qui possédait le tableau en 1962 vivait toujours à Graz. And I called. That was a cold call. Yeah, I didn't know if am I right or not. Yeah, and so I talked to the person. He did not say that he owns the picture, but from his reaction, I knew that he has the picture. Le propriétaire actuel ignorait la provenance douteuse du tableau. Son père l'avait admiré dans le hall d'un hôtel des Alpes autrichiennes dans les années 50. En 1960, l'hôtelier avait accepté de le lui vendre. Après son décès, son fils avait hérité du tableau. Le tableau Église Cassone était toujours accroché dans leur salon. Et c'était en ce moment-là qu'on a eu une grande surprise. Parce que la famille qui possédait Cassone, ils avaient acheté chez un privé, c'est vrai, mais quand on tourne le tableau, il y avait un autocollant sur le dos. Et ça, c'était le autocollant de la galerie que Friedrich Wels avait eu pendant la guerre à Vienne. Puisque le tableau avait été acheté par l'intermédiaire d'un marchand d'art, le propriétaire n'avait pas l'obligation légale de le restituer. It wasn't easy, I think, for the client. Yeah, he was like, I don't know, and you know, my father acquired it in good faith, and which is true. Yeah, and it's very difficult for someone. Yeah, that you have something in a family for decades. Yeah, and you think you own it and you're used to it, and then suddenly you hear the story of the painting. It turned out all extremely. I mean, I really admire this person for the whole family for what they in the end did, because legally there was no. I mean, there was a clearly only moral decision they made together, the whole family.
Do you think he was touched? I think he was very touched, but I think he didn't want to show. That was my feeling, but maybe I'm wrong. Ça faisait à peu près 72 à 73 ans que j'ai pas vu cette femme. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu l'as vue? Que c'était curieux de voir la toile après tant d'années. Est-ce qu'elle avait l'air plus grosse? Non, il était comme je me rappelais. Alors toi, ton combat est gagné. Je peux dire oui. Je peux dire que mon combat est gagné. C'était un parcours très long, mais c'est fait. 10 mois après la vente de la deuxième toile, mon grand-père est décédé subitement. Il est mort la nuit du Yom Kippour. En hébreu, Jorish signifie l'héritier. Alors que mon grand-père a hérité du patrimoine culturel de sa grand-mère, je suis à mon tour l'héritière de cette histoire. Mon grand-père n'a jamais baissé les bras. J'admirerai toujours son courage et sa détermination. Avec ce témoignage bouleversant et ce message très optimiste d'une jeune génération qui ne baisse pas les bras. D'une certaine manière, nous sommes tous des héritiers de cette histoire, alors que la mémoire s'estompe, que les derniers survivants disparaissent et que les petits-enfants des personnes spoliées commencent eux-mêmes à vieillir, alors que les œuvres seront de moins en moins réclamées. Il me semble avoir montré, grâce à mes invités, que le travail des chercheurs de provenance importe plus que jamais. C'est désormais à eux, a fortiori à ceux qui financent leurs recherches, mais peut-être aussi à nous, qu'incombe toujours ce délicat et nécessaire travail de réparation. Je vous remercie.